Elle était la voix d'or d'ABBA, un timbre cristallin qui vibrait dans l'âme des foules, un visage d'ange blond encadré de mèches soyeuses, incarnation d'un succès planétaire qui a redéfini la pop des années 1970. Derrière les costumes scintillants, les mélodies euphoriques comme Dancing Queen ou Mamma Mia, et les foules en délire, Agnetha Faltskog cachait un chagrin secret, une douleur intime que seuls les échos mélancoliques de ses chansons laissaient entrevoir. À 75 ans, après des décennies de silence, recluse loin des projecteurs, elle brise enfin le mur de sa réserve pour révéler la vérité sur son divorce déchirant avec Björn Ulvaeus, l'homme qui fut son grand amour, son complice créatif et le père de ses enfants. Avant de plonger plus loin dans cette histoire captivante, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos récits émouvants. Ce n'est pas une simple rupture, c'est le séisme émotionnel qui a donné vie à l'un des plus grands hymnes de chagrin de tous les temps, The Winner Takes It All, une ballade intemporelle qui transcende les époques et touche quiconque a connu la perte. Bien plus qu'un tube accrocheur, cette chanson est leur legs commun, un cri du cœur drapé de mélodies somptueuses, un témoignage d'une passion consumée par les flammes impitoyables de la célébrité. Aujourd'hui, Agnetha parle sans détour du coût exorbitant de la gloire, de ses blessures émotionnelles qui saignent encore sous la surface, et du courage presque surhumain qu'il lui a fallu pour chanter à travers la tempête, transformant sa douleur en un art qui résonne dans le monde entier. Ce qu'elle partage maintenant bouleverse à jamais notre regard sur elle, sur ABBA, et sur l'envers sombre d'un succès qui a illuminé des millions de vies tout en plongeant la sienne dans une solitude abyssale. L'histoire d'Agnetha Faltskog et Björn Ulvaeus n'est pas un simple chapitre dans la légende d'ABBA, c'est une épopée humaine, tissée de rêves adolescents, de triomphes vertigineux et de chutes déchirantes, où l'amour a bâti un empire musical avant de s'effondrer sous son poids écrasant. Embarquons ensemble dans ce récit poignant, où chaque note dissimule une larme, chaque refrain une bataille intime, et où la musique, cette compagne fidèle à la fois salvatrice et destructrice, a guidé une vie marquée par la beauté et la tragédie. Tout commence dans la petite ville de Jönköping, en Suède, où Agnetha Faltskog naît le 5 avril 1950, aînée de 2 filles d'un foyer modeste mais vibrant de créativité. Son père, Knut Ingvar Faltskog, est un directeur de théâtre amateur, passionné par les arts, organisant des spectacles locaux qui font briller les yeux des spectateurs. Sa mère, Birgit Margareta Johansson, insuffle une chaleur simple et authentique dans leur maison, un refuge où Agnetha trouve son premier amour, la musique. Dès 6 ans, elle s'installe au piano familial, composant sa première chanson, TVA SMA Troll, un air innocent sur 2 petits trolls dansant sous la lune, révélant un talent précoce qui émerveille ses parents. Inspirée par les vinyles que son père ramène ou les ballades romantiques de Connie Francis, l'âme brûlante d'Aretha Franklin, elle rêve d'un monde où sa voix pourrait transporter les cœurs. À 15 ans, elle abandonne l'école pour rejoindre le Berntangard Band, un groupe de danse local, où elle chante des reprises et compose ses premières chansons, tout en travaillant comme standardiste pour joindre les deux bouts. Les folkparks suédois, ces scènes en plein air où les familles se rassemblent sous les étoiles d'été, deviennent son terrain d'apprentissage. Sa voix soprano, claire comme une source de montagne, captive les foules, transformant des soirées ordinaires en moments de magie pure. En 1967, à seulement 17 ans, elle sort son premier single, Jacques Varsakar, une ballade douce amère sur un amour perdu qui grimpe dans les charts suédois, faisant d'elle une étoile montante dans son pays natal. C'est lors d'une tournée en 1968 que son destin croise celui de Björn Ulvaeus, un jeune musicien charismatique déjà connu avec son groupe folk-pop, les Outnani Singer, dont les mélodies traditionnelles revisitées charment les publics nordiques. Né en 1945 à Göteborg, Björn est un rêveur ambitieux, une guitare toujours à la main, avec un don pour écrire des chansons qui capturent l'essence de la vie quotidienne. Leur rencontre est un éclair dans un ciel d'été. Tous deux animés par une passion dévorante pour la musique, ils trouvent l'un en l'autre un partenaire romantique et un alter ego créatif, partageant des rêves d'une vie rythmée par les mélodies et les succès naissants. Leur idylle est un tourbillon enivrant. Agnetha est séduite par la confiance tranquille de Björn, son esprit vif et sa réputation grandissante dans le milieu musical suédois, tandis qu'elle apporte une chaleur vulnérable, une sensibilité profonde et une voix capable de faire frissonner l'âme. Ensemble, ils se sentent invincibles, comme si l'univers entier conspirait pour les unir. Quelques années après cette rencontre foudroyante, ils scellent leur amour. Le 6 juillet 1971, ils se marient dans le village pittoresque de Verum, en Suède, lors d'une cérémonie intime où Benny Andersson, l'ami et collaborateur musical de Björn, joue de l'orgue, un symbole prémonitoire de l'entrelacement indissociable de leur vie personnelle et professionnelle. Leur amour semble alors promis à l'éternité,
Ils se complètent à la perfection, la voix délicate et expressive d'Agnetha donnant vie aux compositions inspirées de Björn, leur affection transpirant dans chaque performance partagée. La même année, leur fille, Linda Elin Ylvaö, naît, apportant une joie éclatante mais aussi de nouveaux défis, alors que leur carrière s'apprête à exploser. En 1972, avec Benny Andersson et sa compagne Annifrid Lyngstad, une chanteuse norvégienne au charisme magnétique et à la voix puissante, Agnetha et Björn forment ABBA, un acronyme de leur prénom qui deviendra synonyme de pop universel. Leur lien, à la fois amoureux et artistique, est le cœur battant du groupe, insufflant à leurs chansons une alchimie authentique qui séduit instantanément. Les débuts d'ABBA sont pleins de promesses timides. Leur premier single, People Need Love, une mélodie enjouée aux harmonies vocales superposées, pose les bases de leur style unique, bien qu'ils ne rencontrent qu'un succès modeste. Leur moment de gloire arrive en 1974, lorsqu'ils remportent l'Eurovision avec Waterloo, une explosion de pop-rock comparant l'amour à une bataille napoléonienne, qui les propulse en une nuit de l'anonymat relatif à une célébrité mondiale. Les foules s'enflamment, les charts s'embrasent, mais avec cette gloire fulgurante viennent des pressions écrasantes. La popularité d'ABBA explose, et les exigences s'accumulent comme une tempête. Tournées internationales exténuantes, sessions d'enregistrement interminables et une exposition médiatique constante qui dévore leur vie privée. Agnetha, avec sa nature réservée et introvertie, lutte pour supporter l'éclat aveuglant des projecteurs. Elle regrette amèrement les moments volés à sa famille, l'invasion incessante de son intimité par les paparazzi et les fans avides. Elle aspire à une normalité qui lui échappe, déchirée entre son rôle de mère dévouée et celui d'icône pop adulée. Björn, bien que confronté aux mêmes défis, semble plus à l'aise dans ce tourbillon de gloire. Il s'épanouit dans les opportunités créatives, se plongeant dans l'écriture et la production de hits comme SOS ou Fernando, qui capturent l'essence de l'euphorie pop tout en reflétant, parfois inconsciemment, leur lutte personnelle. Cette divergence dans leur manière de gérer la célébrité creuse un fossé insidieux entre eux. Agnetha rêve de stabilité et de soirées paisibles avec sa fille, tandis que Björn est emporté par l'élan irrésistible du groupe. En 1977, la naissance de leur deuxième enfant, Peter Christian Ylvaö, apporte un bref instant d'espoir, comme si leur famille grandissante pouvait les ancrer dans la tempête. Mais l'agenda d'ABBA devient implacable, avec des tournées qui les entraînent de New York à Sydney, où des foules hystériques acclament leurs performances synchronisées et leurs costumes extravagants, des tenues à paillettes qui deviennent iconiques mais masquent les tensions croissantes. Le couple se retrouve souvent sur des longueurs d'onde émotionnelles opposées. Agnetha lutte contre une anxiété grandissante, amplifiée par une phobie de l'avion qui s'aggrave après un incident terrifiant en 1979, où leur jet privé frôle la catastrophe dans une tornade, la laissant tremblante et traumatisée. La culpabilité de laisser ses enfants pendant des mois la ronge, elle imagine Linda et Peter grandir sans elle, manquant leurs premiers mots ou leurs rires d'enfant. Björn, porté par une ambition inébranlable, s'investit corps et âme pour maintenir ABBA au sommet, produisant des albums comme Voulez-vous, qui surfent sur la vague disco tout en cachant les fissures de leur mariage. Les pressions ne sont pas seulement externes, leur relation se désagrège sous le poids de besoins divergents. Agnetha, profondément introvertie, a soif de calme, d'un espace où elle peut respirer loin des flashs, tandis que Björn, galvanisé par l'adrénaline du succès, avance sans relâche, écrivant des textes qui, rétrospectivement, semblent prophétiser leur désunion, comme Knowing Me, Knowing You. Ils tentent désespérément de préserver leur mariage, pour leurs enfants et pour le groupe, mais la connexion qui semblait autrefois indestructible s'effrite comme une étoile filante s'éteignant dans la nuit. Les disputes, d'abord petites, deviennent des orages fréquents. Les moments de tendresse s'évanouissent, remplacés par une lassitude pesante. Les tournées d'ABBA, qui les éloignent de chez eux pendant des semaines, parfois des mois, laissent des marques indélébiles. À leur retour, ils découvrent souvent que leurs enfants ont grandi, changé, appris de nouveaux mots ou développé des traits qu'ils ont manqués, ce qui approfondit la tristesse d'Agnetha. Elle se sent écartelée entre son rôle de mère et celui d'artiste, un conflit que Björn, bien qu'empathique, ne peut pleinement comprendre, absorbé par les exigences créatives et les contrats internationaux. À l'approche de la fin des années 1970, leur relation atteint un point de non-retour. Fin 1978, ils décident de se séparer, une décision qui leur brise le cœur, rendue encore plus cruelle par l'obligation de continuer à travailler ensemble, à sourire sur scène alors que leurs âmes saignent en coulisses. Leur divorce est finalisé en 1980, mais ils restent liés par ABBA, produisant des albums comme Super Troupé, où la perfection musicale dissimule leur douleur personnelle.
Les raisons de leur rupture sont un entrelac complexe. Les pressions de la célébrité, certes, mais aussi un éloignement progressif, deux jeunes amoureux qui ont bâti un rêve ensemble mais se retrouvent sur des chemins divergents. Björn décrira plus tard cette séparation comme amiable, un simple éloignement, mais pour Agnetha, c'est un tsunami émotionnel qui la submerge. Elle a besoin de temps pour guérir, pour se redécouvrir hors du groupe et de la relation qui a défini sa vie. Pourtant, leur héritage commun au sein d'ABBA perdure, leurs chansons, nées de l'amour, des luttes et d'une passion artistique ardente, deviennent des classiques intemporels, des hymnes comme Chiquitita qui consolent des générations. Leur histoire, avec ses sommets éblouissants et ses vallées sombres, est tissée dans l'ADN d'ABBA, un rappel que même les partenariats les plus magiques peuvent être érodés par les tempêtes de la vie. Derrière l'éclat du succès d'ABBA, Agnetha porte un fardeau que la gloire ne peut apaiser. Après son divorce, elle plonge dans un abîme de dépression et d'isolement, cherchant désespérément à se reconstruire. Elle confiera plus tard que la fin de son mariage l'a laissée brisée, utilisant le mot anglais mangled pour décrire cette sensation d'être émotionnellement broyée. Elle se tourne vers la thérapie pour affronter la douleur de voir Björn avancer si vite, se remariant avec Lena Kallersjö en 1981, un coup dur pour son cœur encore fragile. Même pendant les dernières années d'ABBA, alors que le groupe triomphe avec des tournées comme celle de 1979 au Japon, Agnetha se retire intérieurement, son sourire sur scène masquant un chaos intérieur. La célébrité devient suffocante, surtout pour une mère rongée par la culpabilité d'abandonner ses enfants lors des tournées. Cette culpabilité se mue en peurs irrationnelles. Les foules oppressantes, les espaces ouverts, les fans obsessionnels qui envahissent son intimité. Sa phobie de l'avion, amplifiée par l'incident de 1979, devient paralysante, transformant chaque voyage en cauchemar. Contrairement à Anni-Frid ou Benny, qui embrassent la gloire avec aisance, Agnetha se sent étrangère sous les projecteurs, son anglais hésitant renforçant son sentiment d'isolement lors des interviews internationales. Quand ABBA se dissout en 1982, après l'album The Visitor, imprégné d'une mélancolie prophétique, Agnetha se retire complètement de la scène musicale. Elle sort quelques albums solo, comme Wrap Your Arms Around Me, qui connaît un succès modéré, mais choisit de se consacrer à ses enfants, Linda et Peter, s'installant dans une ferme isolée à Ekerö, une île tranquille près de Stockholm. Elle tente de retrouver l'amour, mais chaque relation est une étoile filante, disparaissant aussi vite qu'elle est apparue. Une liaison étrange avec Torbjörn Brandé, un détective enquêtant sur des menaces contre sa famille, s'effrite rapidement. En 1990, elle épouse en secret le chirurgien Thomas Sonnenfeld, mais ce mariage s'effondre en 1993, restant un mystère qu'elle garde jalousement. La tragédie frappe encore en 1994, lorsque sa mère Birgit, minée par des années de désespoir auprès d'un mari alcoolique, se suicide en se jetant d'un balcon, une perte qui brise Agnetha en mille éclats. Un an plus tard, en 1995, son père Knut décède, emportant les derniers vestiges de son enfance. Ces deuils successifs la plongent dans un gouffre de chagrin, elle les garde secrets, ne les confiant même pas à son biographe, et ses amis proches notent qu'elle change à jamais, se retranchant dans un silence protecteur. Puis survient un épisode aussi étrange que terrifiant, un chapitre qui révèle sa vulnérabilité à nu. En 1997, Agnetha entame une relation avec Ger van der Graaf, un chauffeur de chariot élévateur néerlandais et fan obsessionnel qui la harcèle depuis des années. Ger, fasciné par Agnetha depuis son adolescence, déménage des Pays-Bas à Ekerö uniquement pour être près d'elle, achetant une maison à quelques pas de son domaine. Malgré les signaux d'alarme, lettres incessantes, apparitions inquiétantes, Agnetha, fragilisée par ses pertes et sa solitude, est attirée par cette adoration intense. Il était tellement obsédé par moi que je n'ai pas pu résister, confesse-t-elle plus tard, décrivant comment cette attention maladive lui donnait un sentiment d'existence dans un monde où elle se sentait invisible. Au début, cette relation lui offre un réconfort tordu, mais elle vire rapidement au cauchemar. Ger devient possessif, instable, oscillant entre idolâtrie et violence psychologique, parfois physique. Ses proches la supplient de rompre, mais Agnetha, confiante et parfois naïve, ignore les avertissements, espérant peut-être trouver un sens dans cette connexion toxique. La situation devient intolérable, Ger la harcèle avec des appels incessants, des visites non désirées, jusqu'à ce qu'Agnetha, terrifiée, appelle la police. En 2000, un tribunal prononce une interdiction d'approche et l'expulse aux Pays-Bas, mais le cauchemar persiste. En 2003, Ger viole l'interdiction, revenant à Ekerö, rôdant près de sa maison, ravivant ses peurs les plus profondes. Arrêté de nouveau, il est expulsé, et en 2006, après des actes de harcèlement répétés,
il est définitivement interdit d'entrer en Suède. Ces années laissent des cicatrices psychologiques profondes, renforçant sa méfiance envers le monde extérieur et sa peur des foules. Cette épreuve met en lumière le côté sombre de la célébrité. L'adoration peut se transformer en obsession destructrice, laissant des blessures invisibles mais durables. Agnetha se replie encore plus, construisant une maison entourée de forêts et de lacs sur l'île d'Ékerö, où elle devient une ombre discrète, aperçue rarement par ses voisins, errant avec ses chiens dans le silence apaisant de la nature. « Je veux être seule », déclare-t-elle dans une rare interview, faisant écho à Greta Garbo, une autre icône suédoise fuyant la gloire. Pendant des années, elle abandonne la musique, incapable d'écouter les notes qui ont défini sa vie, comme si elle ravivait trop de douleur. L'interprète vibrante qu'elle était s'éteint, remplacée par une femme en quête de paix. Mais en 2004, elle surprend le monde avec My Coloring Book, un album introspectif de reprises, des standards de Dusty Springfield aux ballades de son enfance, qui reste 25 semaines dans les charts suédois. Ce projet marque un timide retour à la création, un pas vers la lumière. Elle trouve un bref bonheur avec l'homme d'affaires Bertil Nordström, qui lui offre une maison et une stabilité éphémères, mais leur relation s'effondre après 3 ans, la laissant de nouveau face à sa solitude. Depuis, Agnetha a choisi une vie paisible, vivant près de sa fille Linda et de ses petits-enfants à Ékerö, entourée d'une nature apaisante qui lui offre le calme tant désiré. Elle ne cherche plus les projecteurs et voit rarement Annifrid Lyngstad, confiant « Nous sommes tellement différentes », soulignant leur contraste profond. Malgré les tragédies de divorce, perte familiale, harcèlement, Agnetha trouve du réconfort dans la simplicité. Le yoga pour apaiser son esprit, la méditation pour guérir ses blessures, les promenades avec ses chiens le long des sentiers boisés, et le temps précieux avec sa famille. « Je mène une vie normale », affirme-t-elle, savourant le calme après des décennies de tumulte. Son retour à la musique en 2013 avec l'album, produit par Georges Elofsson, marque une renaissance. Sa voix, empreinte d'une vie pleinement vécue, est plus riche, plus nuancée. « Je ne pensais pas pouvoir encore chanter comme ça », dit-elle, mais je l'ai retrouvée. Elle est toujours là. À travers la douleur, le chagrin, la peur et la solitude, Agnetha reste une survivante, un phare de résilience. Son histoire est celle d'une femme qui a transformé l'obscurité en lumière, le silence en musique, un témoignage du pouvoir de renaître des cendres. Des cendres de cet amour brisé naît un tube intemporel, The Winner Takes It All, un hymne qui captive des millions de cœurs. Pour les fans d'ABBA, c'est la ballade de rupture parfaite, mais peu savent que son authenticité vient de la douleur réelle du divorce d'Agnetha et Björn. Le documentaire ABBA Against the Odds, diffusé le 11 mai 2024 sur CW, nous ramène en 1980, l'année où le groupe enregistre ce chef-d'œuvre. Le film révèle l'intensité émotionnelle du processus, surtout pour Agnetha, qui chante des paroles inspirées de son propre chagrin. Tout commence par une chanson, déclare Björn, âgé de 80 ans, dans le documentaire. La grande musique naît des émotions profondes. Écrire, c'est tisser un poème et une mélodie, évoquant des images dans mon esprit. Il présente les paroles en studio peu après leur divorce, un moment où leurs 2 enfants, Linda et Peter, sont encore au cœur de leur vie. Agnetha, sensible à l'extrême, confie « J'ai mis toute mon expérience, mes sentiments, dans cette chanson ». Björn ajoute « Un divorce est difficile, comme chacun sait. Il n'y avait pas de gagnant dans notre cas. » The Winner Takes It All, extrait de l'album Super Troupé, naît dans une période où Benny et Annifrid affrontent aussi la fin de leur mariage, ajoutant une couche de tragédie collective. Annifrid confie « Ce n'était pas juste de la musique, c'était une vie vécue ensemble. » Benny renchérit « C'était puissant, une de nos meilleures. » Écrite lors d'une retraite sur l'île de Vixö en 1979, la chanson jaillit en une nuit, Björn noircissant les pages sous l'effet du whisky. Initialement plus rapide, elle devient une ballade émouvante sur suggestion d'Agnetha, dans le style d'une chanson française. Björn envisage d'abord de la chanter lui-même, craignant qu'elle soit trop personnelle pour Agnetha, mais il réalise qu'elle seule peut lui donner son âme. Lorsqu'il lui joue la version finale, elle pleure, reconnaissant leur douleur partagée. Sa voix mezzo-soprano transforme la chanson en un cri universel, touchant des millions. L'atmosphère était lourde, dit-elle. Il y avait quelque chose de tragique. Björn insiste, ce n'est pas notre histoire, mais une douleur humaine universelle. Pourtant, le public y voit leur divorce, ce qui amplifie son impact. Agnetha avoue avoir pleuré en studio, j'ai dû contrôler mes émotions. Une fois fini, j'ai su que nous avions créé un chef-d'œuvre. Le clip, réalisé par Lasse Hallström 10 jours après leur divorce, capture son chagrin brut, ses yeux bleus hantés par la mélancolie.
The Winner Takes It All devient un succès mondial, numéro 1 dans de nombreux pays, un hymne pour les cœurs brisés. En 1999, elle est élue chanson préférée d'ABBA au Royaume-Uni. En 2006, Chanel 5 la sacre plus grande chanson de rupture. Après la fin d'ABBA en 1982, elle vit une nouvelle vie dans Mamma Mia, la comédie musicale de 1999, puis dans le film de 2008 où Meryl Streep la chante dans une scène déchirante. La musique d'ABBA, et surtout ce titre, transcende les générations, symbole de vérité émotionnelle et de génie musical. Ces dernières années, ABBA renaît avec Voyage, leur album de 2021, et un concert virtuel à l'ABBA Arena de Londres, où des ABB Atar recréent leur performance avec une technologie futuriste. En 2025, le spectacle célèbre sa 4e année, attirant des millions. Björn y voit une fin heureuse, les avatars sont peut-être la fin que nous méritons. The Winner Takes It All reste un sommet d'ABBA, né du chagrin, devenu un hymne universel, un cadeau pour des millions. Agnetha a ouvert son cœur, mais une question persiste. Cette chanson était-elle juste une œuvre, ou sa façon de partager un chagrin que nous ne comprendrons jamais pleinement? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, aimez, abonnez-vous et restez pour d'autres récits comme celui-ci.